Les experts n'ont pas pu réparer le moteur de la H-64 Apache, jusqu'à l'arrivée de la femme soldat. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire d'où regardez-vous la vidéo et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée cette histoire aura à travers le monde. Maintenant, plongez-vous et commençons. Le rugissement des hélicoptères Apache était censé emplir le ciel au-dessus de la base d'opération avancée Obsidian, nichée dans les montagnes escarpées du nord de l'Afghanistan. Au lieu de cela, un silence inquiétant plana sur le hangar de maintenance, tandis que le sergent-chef Van Storn frappait du poing l'établi, faisant s'écrouler les outils. 3 jours, 3 maudits jours avec leur hélicoptère de combat, Apache le plus critique cloué au sol pendant une opération vitale. 3 jours où les meilleurs mécaniciens de la 101e brigade d'aviation de combat ne parvenaient pas à diagnostiquer pourquoi le moteur de cette machine à tuer, valant plusieurs millions de dollars, s'éteignait sans cesse en plein vol. Dehors, on entendait le bruit sourd de l'artillerie au loin. Les talibans se rapprochaient chaque nuit, testant leur défense périphérique, comme s'ils savaient que les Américains manquaient de leur arme la plus meurtrière. Monsieur, Kandahar dit que nous sommes livrés à nous-mêmes pendant au moins 72 heures, dit le spécialiste Rivera, le visage jeune et fatigué après une nouvelle garde de 18 heures, penché sur des composants de moteur. La tempête de sable a cloué tous les transports au sol. Pas de pièces de rechange, pas de technicien supérieur. L'équipe de maintenance échangea des regards sombres. Sans soutien aérien, l'équipe de reconnaissance avancée, 12 hommes plongés au cœur du territoire hostile, seraient incapables d'extraire les troupes si les choses tournaient mal. Le colonel Harrington avait déjà reporté leur visite prévue à 2 reprises. Ils n'obtiendraient pas de troisième prolongation. Le commandement voulait des résultats, pas des excuses pour des pannes mécaniques. La porte du hangar s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bouffée de chaleur désertique et un soleil aveuglant qui découpait une silhouette élancée dans l'embrasure. Tandis que la porte se refermait, Thorne plissa les yeux et aperçut une jeune femme en treillis, un sac marin en bandoulière, des papiers tachés de graisse à la main. Ses bottes étaient usées, mais sa posture était indéniablement militaire. Les épaules carrées, le menton à la hauteur. « Adjudant Mackenzie Reed au rapport, monsieur », dit-elle en tendant ses ordres de mutation au sergent-chef sceptique. « On m'a dit que vous aviez un Apache avec un problème de moteur ?» Les hommes échangèrent des regards, certains amusés, d'autres dédaigneux. Reed mesurait tout au plus 1,75 m, avec un regard intelligent qui ne laissait rien passer et une assurance tranquille qui semblait déplacée pour quelqu'un d'aussi jeune. « Sauf votre respect, madame », dit Thorne, jetant à peine un coup d'œil à ses papiers. « Les 3 meilleurs mécaniciens Apache du régiment s'occupent de ce problème. Nous avons effectué tous les diagnostics possibles 2 fois. On a même pratiquement reconstruit le moteur de zéro. » Il désigna l'avion partiellement démonté derrière lui, les panneaux ouverts comme un patient au bloc opératoire. À moins que vous n'ayez un tour de magie dans votre manche auquel aucun de ces hommes, forts de 15 ans d'expérience, n'a pensé. Reed l'interrompit en passant juste devant lui, s'approchant de l'hélicoptère avec la familiarité de quelqu'un qui salue un vieil ami. Elle caressa le carter moteur du doigt, écoutant plus qu'elle ne regardait. « Quand les problèmes ont-ils commencé ?» demanda-t-elle, ignorant les regards. Était-ce après cette opération nocturne près de la crête Est, il y a 3 jours? Celle où ils ont traversé le nuage de poussière provenant du réseau de grottes effondrées? L'expression de Thorne passa du dédain à la surprise. « Comment avez-vous… » Elle sourit légèrement, tout en examinant le moteur. « Parce que j'ai déjà vu ça, en Irak, et je sais exactement ce qui ne va pas avec votre Apache. » Elle se tourna vers la salle remplie d'hommes sceptiques, d'une voix calme mais ferme. « La question est de savoir si vous êtes prêt à me laisser le réparer avant que ces troupes de reconnaissance n'aient besoin d'une extraction d'urgence demain matin. » Le grondement lointain de l'artillerie ponctuait ces paroles, comme pour souligner le tic-tac de l'horloge qui les attendait tous. L'aube se leva sur la base aérienne Obsidian, baignant dans une douce lumière rose dorée le paysage meurtrier de l'Afghanistan d'une beauté trompeuse. À l'intérieur du hangar, cependant, les néons projetaient une lueur crue sur l'adjudant Reed, qui démontait méthodiquement des composants que l'équipe de maintenance avait déjà vérifiés 3 fois. Les hommes la regardaient,
les bras croisés et les sourcils levés, travaillait d'un geste rapide et sûr. Ses petites mains se déplaçaient avec précision, accédant aux espaces exigus du carter moteur, qui avait nécessité des outils spéciaux pour les mécaniciens aux mains plus imposantes. Ce n'est pas dans le manuel technique, murmura le spécialiste Garcia, d'une voix suffisamment forte pour que Reed entende sa désapprobation. Si le colonel Harrington découvre que nous laissons un adjudant inexpérimenté s'en prendre à notre seul Apache opérationnel, alors que nous avons des hommes sur le terrain. Je n'ai pas été testé, répondit Reed sans lever les yeux, concentré, tandis qu'elle extrayait un filtre cylindrique qui ne figurait pas sur leur liste de contrôle. Et ceci ne figure pas dans votre manuel technique, car cette modification n'a été mise en œuvre qu'il y a 6 mois, après des pannes similaires sur les unités du 160e SOAR, opérant dans des environnements à forte teneur en silice. Elle brandit l'ensemble et désigna des abrasions microscopiques sur la surface métallique. Des particules de silice micronisées provenant de ces explosions de grottes. Trop fines pour les filtres standards, mais suffisamment abrasives pour créer des rayures microscopiques sur le boîtier du capteur. Le moteur pense qu'il surchauffe alors que ce n'est pas le cas. L'explication technique flottait dans l'air tandis que l'équipe de maintenance échangeait des regards, impressionnée malgré elle. Le sergent-chef Thorne se pencha, son scepticisme vacillant tandis qu'il examinait les preuves. « Comment diable avez-vous su qu'il fallait chercher ça? Et pourquoi mon équipe n'a-t-elle pas été informée de cette modification ?» Son ton trahissait la défensive d'un sous-officier supérieur, qui n'appréciait pas d'être démasqué, surtout pas par une femme, plus jeune et nouvelle. Reed essuya la crasse de ses mains avec un chiffon, sa réaction mesurée tandis qu'elle fouillait dans son sac de sport et en sortait un journal technique usé. « Parce que j'ai rédigé le rapport de terrain qui a conduit à la modification, » dit-elle doucement, désignant son nom en petits caractères au bas d'une analyse technique dense. Il y a 2 ans à Fallujah, nous avons perdu un Apache et son équipage à cause de ce problème précis. J'étais la mécanicienne junior qui a trouvé la cause pendant l'enquête. Trop tard pour les sauver. Le silence retomba dans le hangar, à l'exception des conversations radio lointaines provenant du centre des opérations, de l'autre côté du complexe. L'expression de Reed avait changé, laissant entrevoir un bref aperçu de son chagrin d'antan avant que son masque professionnel ne reprenne son souffle. « Je peux réparer ça en 6 heures, mais il me faudra un revêtement polymère spécialisé qui ne fait pas partie de votre inventaire habituel. » Elle regarda Thorne droit dans les yeux. « J'en ai apporté, mais pas assez. Il y en a d'autres au bataillon du génie de Camp Iron Horse, à 70 km au sud. » Thorne consulta sa montre, calculant les temps de transport en fonction de la fenêtre d'extraction de leur équipe de reconnaissance. « C'est le territoire des talibans jusqu'au bout. Aucun transport terrestre disponible et notre Apache restant ne peut pas être utilisé pour une livraison de pièces. Alors, j'aurai besoin de votre meilleur fabricant et de l'accès au casier à produits chimiques, » dit Reed se dirigeant déjà vers ses outils. « Nous pouvons synthétiser une version temporaire. Elle ne durera pas plus de quelques heures de vol, mais elle devrait permettre à votre appareil de décoller pour l'extraction. » Le doute était palpable dans le hangar tandis que l'équipe de maintenance échangeait des regards sceptiques. Le spécialiste Rivera s'avança. « Monsieur, nous risquons notre seule chance d'extraction sur une réparation sur le terrain non testée par quelqu'un qui vient d'arriver. » Thorne regarda tour à tour le visage déterminé de Reed et son équipage nerveux, pesant 20 ans d'expérience militaire contre le temps qui s'écoulait jusqu'à la fenêtre d'extraction. Dehors, la radio crépitait, annonçant un rapport inquiétant de mouvements ennemis accrus près de la dernière position connue de l'équipe de reconnaissance. « On n'a pas le choix, » dit finalement Thorne. « Reed, tu as 5 heures. Les autres, donne-lui ce qu'elle veut. Ce sont nos frères là-bas, et cet Apache est leur seul billet de retour. » Le laboratoire de chimie improvisé au fond du hangar vibrait d'une énergie intense, tandis que Reed et le spécialiste Torres, le meilleur fabricant de matériaux de l'unité, s'employaient à synthétiser le revêtement silicone polymère nécessaire au capteur du moteur. Leurs mains gesticulaient avec une urgence contrôlée, mesurant les composés avec la précision de techniciens en explosifs. Le reste de l'équipe de maintenance s'était divisé en équipes, certaines préparant les systèmes de l'hélicoptère pour les nouveaux composants, d'autres effectuant des diagnostics en continu pour s'assurer qu'aucun problème secondaire ne les immobiliserait une fois le problème principal résolu. Reed travaillait en silence,
concentrée à l'extrême, mais Torres remarqua que ses mains tremblaient, parfois lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» demanda finalement Torres, d'une voix suffisamment basse pour que seul Reed puisse l'entendre. « À Fallujah, quand l'Apache s'est écrasé. » Le rythme de Reed s'essouffla un instant avant qu'elle ne continue à mesurer l'agent catalyseur. « C'est moi qui ai autorisé cet avion à décoller, » répondit-elle d'une voix volontairement monocorde. « Le lieutenant Mercer et le capitaine Dawson. Je les connaissais tous les deux. Dawson avait une fille de 3 mois qu'il n'avait jamais rencontrée en personne. Mercer était fiancé, leur mariage était prévu pour le mois suivant. » Elle ajouta soigneusement le composé à leur mélange, le voyant passer du transparent à l'ambre pâle. « J'ai raté les signes, car ils ne figuraient dans aucun manuel. Les enquêteurs voulaient incriminer une erreur de pilotage, mais j'ai passé 3 semaines à prouver que c'était mécanique. À ce moment-là, les funérailles étaient terminées depuis longtemps. » Torres la regardait travailler, conscient du poids qu'elle portait, le fardeau particulier de ceux qui envoient de leurs collègues dans les airs. « C'est pour ça que tu as été transféré dans toutes les unités Apache ayant des problèmes, » dit-il, la compréhension naissante dans ses yeux. Ce n'était pas une question. Reed hocha légèrement la tête, vérifiant la consistance du mélange avec un soin méticuleux. « J'ai rempli des rapports, tout documenté, conçu la modification. Mais la bureaucratie est lente et les avertissements finissent par s'enfouir dans les boîtes de réception. » Le liquide ambré commença à s'épaissir tandis qu'elle remuait. « J'ai donc demandé des transferts partout où les unités Apache signalaient des pannes de moteurs similaires. C'est la 6e base en 18 mois. » Torres la regarda avec un respect nouveau. « Tu as traqué ces fantômes à travers 2 zones de guerre. » De l'autre côté du hangar, le sergent-chef Thorne était en ligne sécurisée avec le colonel Harrington, dos tourné à l'équipage, la voix volontairement basse. Mais dans cet espace acoustiquement vivant, des bribes de conversation résonnaient. « Approche peu orthodoxe. Essai sur le terrain non prouvé. Assumer l'entière responsabilité si… » Reed fit semblant de ne pas entendre, mais ses épaules se crispèrent à chaque phrase douteuse. Torres le remarqua et laissa délibérément tomber un outil, le bruit métallique interrompant la conversation et suscitant des regards irrités. « Désolé, » lança-t-il avec une excuse exagérée. Il se tourna vers Reed avec un sourire complice. « Certaines personnes devraient apprendre que parfois, le manuel n'a pas toutes les réponses. » 3 heures plus tard, Reed se tenait sur la plateforme surélevée, près du carter moteur exposé de l'Apache, appliquant soigneusement le polymère synthétique sur les micro-abrasions du capteur. Ses gestes étaient méthodiques, chaque coup de pinceau spécial appliquant une quantité précise du revêtement ambré qui durcirait et formerait une couche protectrice. Autour d'elle, l'équipe de maintenance observait avec un mélange de curiosité et de scepticisme persistant. « Le revêtement a besoin de 45 minutes pour durcir, » annonça-t-elle en reculant pour examiner son travail. « Ensuite, nous pourrons remonter le tout et effectuer un test à chaud. » Thorne consulta sa montre et fronça les sourcils. « On se rapproche dangereusement de la fenêtre d'extraction. » Reed soutint son regard avec assurance. « Je sais, sergent-chef, mais si on se précipite, on pourrait tout aussi bien abattre notre propre hélicoptère. » La tension dans la pièce était à couper au couteau, tandis que l'horloge poursuivait son compte à rebours incessant jusqu'au moment où 12 vies dépendraient de la tenue de la réparation non conventionnelle de Reed. L'adjudant-chef Marcus Blackwood, pilote de l'Apache, survolait l'hélicoptère avec un scepticisme non dissimulé, observant Reed superviser le remontage final du carter moteur. Son copilote et mitrailleur, le lieutenant Samuels, se tenait à ses côtés, tous deux en tenue de vol complète malgré la chaleur étouffante de cet après-midi afghan. « Alors vous me dites, » dit Blackwood d'une voix saccadée, avec la précision de quelqu'un qui avait vu trop de pannes mécaniques se terminer en épave en flammes, que notre avion à plusieurs millions de dollars a été cloué au sol par des particules de poussière trop fines pour être vues, et que votre solution se résume à du vernis à ongles high-tech sur les capteurs. L'équipe de maintenance se tendit, mais Reed ne broncha pas sous son regard scrutateur. « C'est un peu simpliste, monsieur, mais c'est globalement exact, » répondit-elle en serrant le dernier boulon selon les spécifications avec une clé dynamométrique calibrée. Les particules de silice ont créé des micro-abrasions sur le boîtier du capteur, qui ont été enregistrées comme de faux pics de température. Le revêtement polymère scelle ces abrasions
et prévient les fausses lectures. Elle s'écarta de l'assemblage terminé. C'est la même solution qui a été mise en œuvre sur 42 autres Apaches sur le théâtre au cours des 6 derniers mois. Les yeux de Blackwood se plissèrent. Et vous avez personnellement testé cette solution auparavant? La question restait en suspens. La vraie question sous-jacente était claire. Jouez-vous ma vie et celle de Samuel sur la théorie ou sur la pratique? Reed soutint son regard sans hésiter. Oui, monsieur. 3 fois en Irak, 2 fois dans l'est de l'Afghanistan. Tous les appareils sont rentrés sains et saufs. Elle omettait toutefois de préciser que chacune de ces réparations avait été effectuée dans des installations adéquates, avec des matériaux fournis par l'usine et sans la pression temporelle écrasante d'une opération d'extraction imminente. Blackwood sembla percevoir le qualificatif tacite, observant son visage avant de se tourner vers le sergent-chef Thorne. « Votre évaluation, sergent-chef ?» Thorne hésita brièvement. Le diagnostic de l'adjudant Reed semble solide. La réparation est non conventionnelle, mais basée sur des procédures documentées. Je pense que l'avion est apte au vol, monsieur. Ce n'était pas une approbation catégorique, mais c'était suffisant. La séquence de démarrage des moteurs résonna dans le hangar, le sifflement caractéristique des turbines de l'Apache faisant vibrer le sol en béton. Reed se tenait aux côtés de l'équipe de maintenance, les yeux rivés sur les écrans de diagnostic, surveillant chaque paramètre de performance du moteur. Les chiffres grimpaient régulièrement dans les zones vertes. Pression d'admission normale, débit de carburant constant, température des turbines en hausse prévisible. Blackwood et Samuels parcoururent leur liste de contrôle pré-vol avec l'efficacité éprouvée d'hommes, dont la vie dépendait de leur rigueur. La radio crépitait, annonçant les dernières nouvelles des opérations. L'équipe de reconnaissance signalait une intensification des mouvements ennemis. L'urgence d'une extraction était passée à critique. Le moment de vérité arriva lorsque Blackwood porta les gaz à 70%, le point où le moteur était tombé en panne 3 fois auparavant. Les doigts de Reed se crispèrent si fort sur la tablette de diagnostic que ses jointures blanchirent. Le régime moteur grimpa régulièrement, 65%, 68, 70, et continua à grimper sans hésitation. La voix de Blackwood résonna dans les communications. Performance moteur nominales à 80%. On passe à la pleine puissance militaire. Le rugissement de l'Apache devint assourdissant lorsque le moteur atteignit sa puissance maximale, l'appareil peinant contre ses cales de roue. Après 30 secondes à pleine puissance, plus longtemps que le moteur n'avait fonctionné au cours des 3 derniers jours combinés, Blackwood réduisit les gaz. « Je crois que nous avons un appareil opérationnel, les gars. » Tandis que l'équipe au sol préparait l'Apache pour un déploiement immédiat, le colonel Harrington entra dans le hangar, le visage sombre sous le poids du commandement. Il fit un signe de tête à Blackwood et Samuels avant de se tourner vers Reed. « Adjudant, le sergent-chef Thorne me dit que nous vous devons ce miracle. » Son ton était mesuré, ni félicitations ni accusations, la voix d'un homme réservant son jugement jusqu'à la fin de la mission. Nos renseignements indiquent que l'équipe de reconnaissance est immobilisée par au moins 30 ennemis et que d'autres convergent vers eux. Cet Apache n'est pas seulement leur moyen de transport, c'est leur seule chance de survie. Il la regarda droit dans les yeux, son regard pénétrant. « Êtes-vous certaine que votre réparation tiendra en condition de combat ?» La question n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Reed lisait le poids de la responsabilité dans ses yeux, la conscience tacite qu'il envoyait 2 vies supplémentaires pour en sauver 12, toutes en équilibre sur sa réparation. « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix ferme, malgré la boule au ventre. « L'Apache les ramènera à la maison. » Le départ tonitruant de l'Apache laissa un silence inquiétant, tandis que l'équipe de maintenance et le personnel de commandement se regroupaient au centre des opérations pour surveiller la mission. D'immenses écrans diffusaient des images satellites du terrain montagneux accidenté où l'équipe de reconnaissance était bloquée, de petits points bleus indiquant leur position, entourés d'un nombre alarmant de marqueurs rouges représentant des combattants ennemis confirmés. Un autre écran affichait les données télémétriques de l'Apache, notamment les paramètres critiques du moteur qui révéleraient si la réparation peu orthodoxe de Reed résisterait aux contraintes des manœuvres de combat. Reed se tenait légèrement à l'écart des autres, la posture rigide, les yeux rivés sur les chiffres représentant les vies de Blackwood et Samuels et, par extension, celles des 12 hommes qu'il s'efforçait de sauver.
Base Obsidian, ici Phantom One. Nous sommes à 5 minutes de la zone chaude. Grésilla la voix de Blackwood dans les haut-parleurs, le vrombissement régulier des rotors de l'Apache emplissant l'arrière-plan. Les performances des moteurs restent nominales. Tous les systèmes sont au vert. Un soupir collectif parcourut la pièce, mais la tension de Reed ne s'apaisa pas. Elle savait que le véritable test était encore à venir. Blackwood devrait exécuter des manœuvres agressives sous le feu ennemi, poussant le moteur à ses limites. Le colonel Harrington vint se placer à côté d'elle, la voix basse. « Combien de temps votre réparation tiendra-t-elle » Reed garda les yeux rivés sur les écrans en répondant. « En conditions normales, 6 à 8 heures de vol. » Sous le stress du combat, elle laissa sa phrase inachevée, l'incertitude planant entre eux. La transmission radio de l'équipe de reconnaissance perça l'atmosphère tendue, la voix du sergent-chef Rayleigh ponctuée par le crépitement caractéristique des tirs d'armes légères. « Obsidian, nous essuyons des tirs nourris depuis la crête nord. Plusieurs équipes de RPG se positionnent sur les hauteurs. Nous avons 2 blessés, dont un dans un état critique. Appui aérien immédiat requis avant l'extraction. » Le signal satellite se mit à jour, montrant de nouvelles signatures thermiques convergeant vers la position de l'équipe depuis plusieurs directions. La réponse de Blackwood fut immédiate. « Bien reçu, équipe Reaper. Phantom One en approche, 2 minutes. Préparez-vous à une mission de tir rapprochée dangereuse suivie d'une extraction immédiate. » Le colonel Harrington agrippa le bord de la console, les jointures blanches. « Ils vont devoir enfiler l'aiguille pour sortir ces hommes, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque dans la pièce. Les écrans se remplirent en œil soudain de la caméra du canon de l'Apache, tandis que Blackwood atteignait le sommet de la crête, révélant la situation tactique dans toute sa splendeur infrarouge. L'équipe de reconnaissance s'était réfugiée dans un ravin peu profond, coincé par des tirs provenant d'au moins 3 directions. Dès l'apparition de l'Apache, les tirs ennemis se dirigèrent immédiatement vers l'hélicoptère. « On prend feu !» annonça calmement Samuels, le professionnalisme dans sa voix trahissant la situation mortelle. « On engage des ennemis sur la crête nord. » Le bruit caractéristique du canon à chaîne de 38 mm de l'Apache retentit, tandis que Blackwood exécutait un virage serré qui allait solliciter le moteur à ses limites. Le regard de Reed se porta sur les données télémétriques. La température montait, la pression fluctuait, mais se maintenait dans les paramètres opérationnels. La suite des événements se déroula avec la terrible clarté d'un combat à son paroxysme. La caméra du canon montra un bref éclair depuis le sol, un tir de RPG, suivi de la manœuvre d'évitement immédiate de Blackwood, un violent vrille qui allait tester toutes les réparations et connexions de l'appareil. Les relevés moteurs atteignirent de la zone d'alerte jaune, l'Apache exerçant des forces gravitationnelles qu'il n'était pas conçu pour supporter. Reed eut le souffle coupé lorsque l'indicateur de température approcha de la ligne rouge, planant juste en dessous du seuil critique, avant de diminuer progressivement. À l'écran, l'Apache acheva sa séquence d'évitement et se réengagea immédiatement, ses systèmes d'armes détruisant la position du RPG avec une précision chirurgicale. « Moteur chaud mais stable », annonça Blackwood, la voix tendue par la tension du combat aérien. « Extraction en cours. » Au centre des opérations, la tension était palpable, tandis que l'Apache atterrissait dans la position la plus exposée imaginable, le seul terrain plat suffisamment grand, directement dans le ravin de l'équipe de reconnaissance. La caméra du canon montrait des soldats blessés, en train d'être chargés, tandis que Samuels maintenait un tir de suppression sur les positions ennemies. Reed restait concentré sur la télémétrie du moteur, espérant que les chiffres resteraient tant dans le vert tandis que l'hélicoptère planait à l'arrêt, sa position la plus vulnérable et la plus stressante pour le moteur. « On prend du poids maintenant », annonça Blackwood tandis que le dernier soldat était hissé à bord. « Puissance maximale pour extraction verticale. » Les relevés du moteur s'envolèrent de nouveau tandis que l'Apache, lourdement chargé, prenait de l'altitude, les lance-roquettes explosant autour de lui à mesure qu'il s'éloignait progressivement du sol. Pendant 10 secondes angoissantes, la température oscilla à la limite absolue de la zone de sécurité, puis commença à se stabiliser à mesure que Blackwood gagnait en altitude et en vitesse. « Base Obsidian, ici Phantom One. » La voix de Blackwood finit par retentir, chargée d'adrénaline. « Nous avons sécurisé les 12 colis. 3 blessés, 1 dans un état critique. Les performances des moteurs se dégradent,
mais ils sont opérationnels. Arrivée prévue à la base dans 15 minutes. L'équipe médicale s'est précipitée dès que l'Apache a atterri à la base aérienne d'Obsidian, s'emparant de l'hélicoptère pour extraire les membres du personnel de reconnaissance blessés. Dans le chaos organisé de la zone d'atterrissage, Reed est resté concentré sur l'appareil, notant la façon dont le sifflement caractéristique du moteur avait pris une harmonique irrégulière, signe avant-coureur que sa capacité temporaire commençait à se dégrader sous le stress subi. Blackwood est sorti du cockpit, sa combinaison de vol noir de sueur, le visage marqué par la tension de la mission. Il a croisé le regard de Reed par-dessus le tarmac et lui a adressé un hochement de tête solennel qui exprimait plus que des mots. Reconnaissance, respect et gratitude dans un seul geste. 2 heures plus tard, Reed se tenait seul dans le hangar, documentant méticuleusement l'état de sa réparation. Le revêtement polymère avait résisté, mais présentait des signes microscopiques de dégradation qui confirmaient son estimation. Quelques heures de vol supplémentaires, et la panne aurait été catastrophique. Ces photos et notes détaillées seraient intégrées au registre de maintenance officiel, preuve de l'application permanente de sa modification à toutes les unités Apache. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle ne remarqua pas l'approche du colonel Harrington avant qu'il ne prenne la parole. 12 hommes sont en vie grâce à vous, adjudant Reed. Elle se redressa aussitôt, mais Harrington écarta la formalité d'un geste. Rassurez-vous, ce n'est pas une visite officielle. Je fais juste mon travail, monsieur, répondit-elle machinalement, avec la déviation habituelle des éloges que la culture militaire inculquait. Harrington l'observa avec le regard pénétrant d'un commandant qui avait percé à jour d'innombrables façades. J'ai examiné vos états de service, dit-il en posant un dossier sur l'établi à côté d'elle. 27 transferts en 32 mois. Chaque transfert vers une unité signalant des anomalies du moteur Apache. Aucune demande de promotion ni d'affectation privilégiée. Juste la traque de ces fantômes mécaniques à travers 2 zones de guerre. Il marqua une pause, observant sa réaction. Cela va bien au-delà de « faire son travail », Reed. C'est une mission. Je veux comprendre pourquoi. La question planait entre eux, brisant la distance professionnelle qui séparait habituellement un colonel d'un adjudant. Reed hésita, pesant le pour et le contre de sa vérité personnelle. « Après Fallujah, dit-elle finalement d'une voix ferme mais douce, après la mort du lieutenant Mercer et du capitaine Dawson, j'ai fait une promesse lors de leur cérémonie commémorative. Leurs familles étaient là. La petite fille de Dawson, la fiancée de Mercer. Je leur ai promis que cela ne se reproduirait plus, pas si je pouvais l'éviter. » Elle soutint le regard de Harrington. « Je ne suis pas spécial, monsieur. Je suis juste tenace. Quand j'ai identifié le problème d'abrasion à la silice, j'ai soumis les rapports par les voies officielles. Mais la bureaucratie évolue à son rythme, surtout lorsqu'il s'agit de modifications coûteuses sur des centaines d'avions, conclut Harrington. Vous avez donc pris l'initiative de traquer chaque rapport et d'appliquer des correctifs temporaires, pendant que la procédure officielle avançait lentement. Il secoua la tête, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans le regard. C'est un dévouement au-delà du devoir, Reed. Mais cela a aussi des conséquences personnelles que je ne suis pas sûr que vous reconnaissiez. Il désigna les cernes sous ses yeux, la tension dans sa posture qui ne se relâchait jamais complètement. Vous ne pouvez pas protéger à vous seul tous les Apaches du théâtre. Reed baissa les yeux sur le composant du moteur qu'elle tenait entre ses mains, celui qui avait failli coûter la vie à 14 personnes. Sauf votre respect, monsieur, je ne cherche pas à protéger les avions. Je cherche à protéger les gens. Elle reposa le composant avec précaution. Les visages de ces familles à la cérémonie commémorative me hantent. Non pas que je me sente coupable, même si c'était le cas au début, mais parce que je leur ai fait une promesse. Harrington resta silencieux un long moment, l'observant avec l'œil évaluateur d'un commandant qui avait vu trop de bons soldats se consumer en quête d'une impossible rédemption. « Je vous recommande pour l'étoile de bronze », dit-il finalement, son ton indiquant que la décision était déjà prise. Reed commença à protester, mais il leva la main. « Pas pour votre propre bien. Je vois bien que cela ne vous importe pas, mais parce que la reconnaissance attire l'attention et l'attention suscite l'action. Votre modification doit être standardisée pour toute la flotte Apache et non mise en œuvre au coup par un adjudant déterminé à traquer les pannes mécaniques. » Il prit un deuxième dossier qu'elle n'avait pas remarqué. « Je vous réaffecte également, avec effet immédiat. » L'expression de Reed se crispa,
se préparant au pire. Un travail de bureau loin du terrain, le sort habituel de ceux dont l'intensité brûle trop fort. À l'équipe d'intégration des systèmes Apache de Redstone Arsenal, vous travaillerez directement avec les ingénieurs pour mettre en œuvre officiellement votre modification et identifier d'autres problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en panne sur le terrain. Reed resta figé, digérant ce tournant inattendu. C'était la mission idéale. Le seul endroit où elle pouvait potentiellement sauver plus de vies qu'en poursuivant sa mission solitaire. Mais cela signifiait aussi quitter le terrain, rompre le lien direct avec les avions et les équipages qu'elle s'était consacrée à protéger. Harrington semblait lire dans ses pensées. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de courir vers le feu, Reed. Parfois, c'est de reculer pour construire un meilleur camion de pompiers. Il tendit la main, geste rare de la part d'un colonel envers un adjudant. Ces 12 hommes aujourd'hui, ainsi que Blackwood et Samuels, vous doivent tous la vie. Assurez-vous que leur dette ait un sens en contribuant à prévenir le prochain échec avant qu'il ne se produise. L'aube se leva sur la base aérienne d'Obsidian, tandis que Reed rangeait ses rares affaires dans le même sac de sport qu'elle avait emporté 48 heures plus tôt. Ce changement rapide n'était pas inhabituel pour sa vie nomade, traquant les problèmes des Apaches à travers les zones de combat, mais ce départ était différent. Pour la première fois depuis près de 3 ans, elle ne courait pas vers une nouvelle catastrophe potentielle, mais vers une chance de les prévenir systématiquement. La porte du hangar s'ouvrit en grinçant derrière elle, et elle se retourna pour découvrir l'équipe de maintenance au complet, menée par le sergent-chef Thorne. Leurs expressions étaient solennelles, mais sans le scepticisme qui avait accueilli son arrivée. « On a entendu dire que vous embarquiez ce matin », dit Thorne d'une voix inhabituellement incertaine. « Les gars et moi, eh bien, on voulait vous dire au revoir comme il se doit. » Il jeta un coup d'œil au spécialiste Torres, qui s'avança, tenant quelque chose enveloppé dans un chiffon imbibé d'huile. « On a fait ça pour vous. Une sorte de remerciement et peut-être un rappel. » Torres lui tendit le paquet, étonnamment lourd pour sa taille. Reed le déballa avec précaution pour révéler une partie du carter moteur de l'Apache, plus précisément le capteur qu'elle avait réparé, monté sur un simple socle en bois. Quelqu'un avait poli le métal jusqu'à ce qu'il brille et gravé une petite plaque. « Adjure, Monsieur Reed. Les vies que vous sauvez ne connaîtront peut-être jamais votre nom, mais nous nous en souviendrons. » Le geste inattendu prit Reed au dépourvu. L'émotion lui serrant la gorge, tandis qu'elle caressait le métal qui avait autrefois fait partie d'un puzzle mortel. « Je ne sais pas quoi dire », admit-elle en levant les yeux vers le demi-cercle de visages, des hommes qui avaient douté d'elle quelques jours auparavant. La voyaient maintenant sous un autre jour. Thorne s'éclaircit la gorge avec gêne. « Tu n'as rien à dire. Continue simplement à faire ce que tu fais à Redstone. Fais en sorte que personne d'autre n'ait à apprendre ces leçons à la dure. » Il lui tendit la main, et lorsque Reed la prit, il la serra dans une brève et rude étreinte qui en disait long sur la façon dont le respect militaire se mérite. Plus tard, alors que l'hélicoptère de transport s'apprêtait à décoller, Reed se retrouva debout à côté de l'Apache qu'elle avait réparée, qui subissait une révision complète avec les pièces d'origine enfin arrivées. L'adjudant-chef Blackwood supervisait personnellement les travaux, son souci du détail égalant le sien. Il la remarqua approcher et s'écarta des techniciens. « J'ai entendu dire que vous alliez aux États-Unis, dit-il sans préambule. Bien, vous ferez plus de bien là-bas qu'en passant d'une zone à l'autre. » Sa franchise était rafraîchissante après les adieux empreints d'émotion avec l'équipe de maintenance. « Vous savez, quand ils m'ont dit qu'un adjudant-chef allait vous réparer mon appareil avec des solutions maison, j'ai cru qu'il me préparait une mort spectaculaire. » Reed ne put retenir un léger sourire. « Et maintenant ?» Le visage buriné de Blackwood resta sérieux. « Maintenant, je sais qu'il ne faut pas juger les capacités au grade ou à l'apparence. » Il jeta un coup d'œil à l'Apache, la machine qu'il avait transportée dans d'innombrables missions meurtrières. Cette extraction, c'était la situation la plus critique que j'ai eue en 3 affectations. Quand le lance-roquette a été lancé, j'ai dû effectuer des manœuvres qui auraient dû faire caler le moteur instantanément. Votre dose a tenu alors qu'elle n'aurait pas dû. Il la regarda droit dans les yeux, du regard d'un homme qui avait affronté la mort et était revenu. Ces 12 hommes ont des familles qui ont encore des maris, des pères, des fils qui reviennent à la maison grâce à ce que vous avez fait.
Quelle que soit la raison qui vous a poussé à être sur cette base au bon moment, avec la solution idéale, ne perdez pas cette motivation à Redstone. Les bureaucrates tenteront de la diluer, de l'enfouir dans la paperasse et les procédures. Ne les laissez pas faire. Les moteurs de l'hélicoptère de transport s'emballèrent, signalant un départ imminent. Reed chargea son sac de sport sur son épaule, le poids du souvenir métallique à l'intérieur rappelant concrètement l'enjeu. « Je ne le ferai pas », promit-elle, sachant que retourner dans l'environnement stérile du développement et des essais présenterait des défis différents, mais non moins difficiles, de ceux qu'elle avait rencontrés sur le terrain. Blackwood hocha la tête, satisfait, et fit un salut solennel, le plus grand signe de respect d'un pilote envers celui qui le maintenait en vol. « Bon voyage, adjudant Reed, et au nom de tous les pilotes d'Apache sur le théâtre, merci de nous maintenir en vol. » Alors que le transport décollait, Reed regarda la base d'opération Obsidian se rétrécir sous elle, la silhouette caractéristique de l'Apache rapetissant jusqu'à n'être plus qu'une silhouette sombre sur le désert en arrière-plan. Elle pensa au lieutenant Mercer et au capitaine Dawson, les hommes dont la mort l'avait mise sur cette voie. Pour la première fois depuis leur cérémonie commémorative, le poids de sa promesse lui parut légèrement plus léger, non pas parce qu'elle l'avait tenu, mais parce qu'elle voyait désormais un moyen plus clair de l'honorer pleinement. Les visages des membres de l'équipe de reconnaissance qu'elle avait aidé à sauver se mêlèrent dans son esprit à ceux des familles de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver, créant une mosaïque de détermination qui transcendait ses efforts individuels. À côté d'elle, dans le transport, était assis un jeune sergent d'infanterie, l'un des blessés de l'équipe de reconnaissance, le bras en écharpe, mais intact. Il ignorait qui elle était, ni quel rôle elle avait joué dans son sauvetage. Reed préférait cela, l'impact anonyme plutôt que la reconnaissance. Alors que l'hélicoptère s'inclinait vers la base aérienne de Bagram pour sa correspondance, le sergent remarqua qu'elle jetait un dernier coup d'œil à l'Apache avant qu'il ne disparaisse. « Des machines impressionnantes », commenta-t-il nonchalamment, discutant pour passer le temps. « Le bruit de ces rotors qui survolaient la crête hier, le meilleur son que j'ai jamais entendu de ma vie. » Reed hocha la tête, s'accordant un instant de fierté discrète. « Ils ne valent que par ceux qui les font voler ?» répondit-elle, sachant qu'il interpréterait ces paroles comme une reconnaissance générale, plutôt que comme un témoignage personnel. Certaines victoires sont faites pour être célébrées en silence, leur impact mesurant non pas en médailles ou en reconnaissance, mais en la continuité de battements de cœur qui, autrement, auraient pu s'arrêter. La fluorescence stérile du laboratoire de développement des systèmes avancés de Redstone Arsenal contrastait fortement avec la poussière et la crasse des bases d'opérations avancées. 3 semaines après son arrivée, Reed se retrouva entouré d'ingénieurs en blouse impeccable, au lieu de mécaniciens aux mains tachées de graisse. Les ressources techniques à sa disposition dépassaient tout ce qui était disponible sur le terrain. Microscope électronique, logiciel de modélisation informatique, installation d'essai capable de simuler toutes les conditions opérationnelles d'un Apache. Pourtant, malgré ces avantages, Reed ressentait une frustration croissante en voyant sa modification de l'abrasion de la silice progresser lentement dans le processus de mise en œuvre à un rythme qui nécessiterait des mois avant qu'elle ne soit déployée sur tous les avions opérationnels. Nous envisageons un protocole de test d'au moins 6 mois avant sa mise en œuvre à l'échelle de la flotte, expliqua le docteur Nolan, l'ingénieur civil en chef qui avait été désigné comme son contact principal. Son approche méticuleuse de chaque aspect du processus de modification était scientifiquement fondée, mais exaspérante pour quelqu'un qui avait constaté les conséquences vitales d'un retard. Je comprends que vos données de terrain soient convaincantes, adjudant Reed, mais nous avons besoin de résultats reproductibles dans des conditions contrôlées avant de pouvoir justifier le coût de la modification de centaines d'avions. Reed ravala sa réponse immédiate. Pendant qu'il menait des expériences parfaitement contrôlées, pilotes et équipages effectuaient des missions à bord d'avions présentant le même défaut, potentiellement fatal. Elle se concentra plutôt sur les images au microscope électronique d'échantillons de boîtiers de capteurs qu'elle avait prélevés sur différents Apaches sur le théâtre. Ce ne sont pas des incidents isolés, Dr Nolan. J'ai documenté les mêmes abrasions de l'ordre du micron sur 17 appareils différents, tous opérant dans des environnements à forte teneur en silice.
Le schéma est cohérent et prévisible. Elle consulta les données de la base d'opération Obsidian sur sa tablette. L'Apache qui a extrait l'équipe de reconnaissance, ses paramètres moteurs étaient à 97% du seuil de défaillance catastrophique lors des manœuvres d'évitement. 3 secondes de plus à ce niveau de stress et nous aurions perdu les 2 appareils et 14 vies. Nolan ajusta ses lunettes, étudiant les données avec le détachement clinique de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le sifflement d'un RPG près d'un hélicoptère. Je ne conteste pas vos conclusions, adjudant. La corrélation est évidente. Mais corrélation n'est pas causalité en termes techniques. Nous devons établir le mécanisme exact de la défaillance avant de mettre en œuvre une solution permanente. Son ton était raisonnable, professionnel et complètement exaspérant pour Reed. Avant qu'elle puisse répondre, une nouvelle voix se joignit à leur conversation. Parfois, attendre une compréhension parfaite revient à rater l'occasion de sauver des vies grâce à une bonne compréhension. Reed se tourna et vit la colonelle Catherine Winters, récemment nommée directrice du programme d'intégration des systèmes Apache, debout dans l'embrasure de la porte du laboratoire. Winters était une légende dans le milieu de l'aviation militaire. Ancienne pilote d'Apache, elle s'était reconvertie dans l'ingénierie des systèmes après avoir perdu sa jambe droite lors d'un atterrissage forcé au début de la guerre en Irak. Son expertise technique, combinée à son expérience du combat, la rendait particulièrement qualifiée pour faire le lien entre les opérations sur le terrain et le développement. Dr Nolan, j'ai examiné les données de terrain de l'adjudant Reed, poursuivit Winters en s'approchant de leur poste de travail avec la légère irrégularité de sa démarche due à sa prothèse. J'autorise un protocole de test accéléré. Je veux une solution prête à être déployée en 30 jours et non en 6 mois. Après que Nolan se fut excusé pour commencer à réorganiser le calendrier des tests, Winters reporta toute son attention sur Reed. « Suivez-moi, adjudant. » Ils traversèrent le complexe de laboratoire jusqu'au bureau de Winters, un espace étonnamment spartiate, dominé par des manuels techniques et une grande carte indiquant les lieux de déploiement de chaque unité Apache dans le monde. « Votre réputation vous a précédé, » dit Winters une fois la porte refermée. 27 transferts à la poursuite d'un fantôme mécanique que personne d'autre ne semblait voir. Un dévouement impressionnant. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas vraiment de la suspicion, mais plutôt une curiosité acerbe, qui mit Reed en alerte. « Puis-je parler librement, colonel ?» demanda Reed. Winter s'acquiesça, puis elle poursuivit. « Je crains que, même avec un calendrier accéléré, nous envoyions des équipages au combat avec une défaillance potentielle connue pendant au moins 1 mois encore. En attendant, une modification sur le terrain ?» Winters l'interrompit d'une main levée. « J'ai déjà autorisé la diffusion d'un bulletin d'urgence contenant vos instructions de réparation sur le terrain à toutes les unités déployées. Il a été diffusé hier. La nouvelle aurait dû être purement rassurante. Mais quelque chose dans l'expression de Winters suggérait que cette conversation ne se limitait pas à des préoccupations opérationnelles. « Ce qui m'intéresse le plus, » poursuivit Winters en sortant un dossier de son bureau, « c'est pourquoi ce problème n'a pas été identifié lors de la phase de test initiale il y a 5 ans. » Elle ouvrit le dossier, révélant des données de tests que Reed n'avait jamais vues auparavant. Ce sont les tests d'exposition à la silice initiaux pour la conception du boîtier du capteur. D'après ces résultats, le boîtier a réussi haut la main. Aucune abrasion significative après une exposition à des conditions bien plus sévères que celles rencontrées en Irak ou en Afghanistan. Reed étudia les données, sa formation d'ingénieur ayant immédiatement repéré des divergences entre ces résultats et ce qu'elle avait documenté sur le terrain. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ces paramètres de test ne correspondent absolument pas aux résultats réels. » Winters hocha la tête d'un air sombre. « Exactement. Ce qui soulève une question troublante, s'agissait-il d'un véritable oubli lors des tests ou de quelque chose de plus inquiétant? » Elle fixa Reed d'un regard pénétrant. « Votre combat pour réparer ces Apaches a attiré mon attention sur vous, mais elle a aussi mis en lumière un problème potentiellement grave dans notre processus de test et de certification. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à comprendre comment ces capteurs défectueux ont pu passer les tests. » L'idée flottait entre eux. Quelqu'un aurait pu délibérément falsifier les résultats des tests, faisant passer les profits ou les calendriers de production avant l'avis des pilotes et des équipages.
Reed sentit un frisson la parcourir tandis que l'ampleur des suggestions de Winters devenait évidente. Sa mission personnelle, honorer une promesse faite lors d'une cérémonie commémorative, l'avait mené de manière inattendue au seuil de quelque chose de bien plus vaste et potentiellement plus sinistre. Qui a pu modifier ces résultats de test demanda-t-elle, passant mentalement de mécanicienne de terrain à enquêtrice. L'expression de Winters était sombre. C'est ce qu'il faut savoir. Car si quelqu'un a délibérément contourné les protocoles de sécurité du boîtier du capteur, quels autres composants critiques auraient pu être compromis? La question restait en suspens, lourde de conséquences qui dépassaient largement les préoccupations initiales de Reed. Sa quête pour corriger un défaut mécanique précis l'avait mené à un problème plus profond et systémique, susceptible d'affecter tous les Apaches de la flotte et la vie de chaque membre d'équipage les pilotant. La salle de conférence sécurisée, au cœur de Redstone Arsenal, vibrait d'une énergie tendue, tandis que Reed déposait la dernière pièce à conviction sur le tableau d'enquête. Un formulaire de demande de laboratoire signé par Marcus Elliott, ancien ingénieur en chef de l'équipe de certification des boîtiers de capteurs, Apache, aujourd'hui directeur technique de Pinnacle Aerospace, le sous-traitant responsable de la fabrication des composants défectueux. Pendant 3 semaines, Reed et une petite équipe triée sur le volet par le colonel Winters avaient travaillé en secret, reconstituant un récit troublant de raccourcis et de tests manipulés. Les preuves couvraient désormais un mur entier, dossiers financiers, données de tests, courriels récupérés sur des serveurs archivés et dossiers personnels. Elliott a modifié les paramètres du test d'abrasion de la silice 2 semaines avant la certification finale, a expliqué Reed au groupe, composé du colonel Winters, de 2 officiers du JAG et d'un représentant au visage sévère du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense. Le test initial exposait les capteurs à des particules de silice d'une taille moyenne de 20 microns, la taille que l'on trouve dans les environnements désertiques typiques. Elliott a réduit cette taille à 40 microns, plus faciles à repousser pour le revêtement protecteur. Elle a montré des images microscopiques comparatives, montrant la différence spectaculaire des schémas d'abrasion. Les plus grosses particules effleuraient à peine la surface. Les plus petites provoquaient exactement les micro-abrasions que nous observons lors des pannes sur le terrain. Le colonel Winters se pencha en avant, l'air grave. « Et le mobile ?» Reed fit un signe de tête à l'un des officiers du JAG, qui afficha une série de documents financiers sur l'écran principal. Pinnacle avait 3 mois de retard et s'exposait à des clauses de pénalité valant des millions de dollars en cas de non-respect du délai de livraison, expliqua l'officier. Elliott a reçu une prime à 7 chiffres le trimestre suivant la certification, avant le calendrier révisé. 6 mois plus tard, il était promu directeur technique. L'implication était claire. L'incitation financière avait pris le pas sur les préoccupations de sécurité, avec des conséquences potentiellement mortelles. « Combien d'avions sont concernés ?» demanda le représentant de l'inspecteur général, la voix lourde de celui qui évalue l'ampleur d'un scandale majeur. Reed appréhendait cette question, sachant que la réponse transformerait leur enquête, jusqu'alors inquiétante, en une catastrophe. « Tous », dit-elle doucement. « Tous les Apaches équipés de cette configuration de capteurs, soit environ 87% de la flotte active. Mais il y a pire. » Elle hésita, attendant confirmation de Winters avant de poursuivre. Le colonel hocha la tête d'un air sombre. « Dites-leur. » Reed fit apparaître de nouvelles données à l'écran. Des rapports d'analyse de panne de 3 crashs d'Apache, auparavant attribués à une erreur de pilotage ou à des conditions de combat extrêmes. Nous avons identifié des pannes similaires au niveau des boîtiers de capteurs lors de ces incidents, tous classés auparavant comme des accidents sans rapport. 2 en Afghanistan, 1 en Irak. Total des victimes, 5 membres d'équipage, tous mortels. Le silence se fit dans la salle, tandis que le coût humain des tests falsifiés devenait douloureusement évident. Des vies perdues, non pas à cause des tirs ennemis ou des risques inhérents au combat aérien, mais à cause de la cupidité des entreprises et de la négligence professionnelle. Reed pensa au lieutenant Mercer et au capitaine Dawson, se demandant si leur mort s'ajouterait désormais à ce bilan tragique une fois leur crash réexaminé. Cela dépasse la simple négligence et devient une affaire criminelle, a finalement déclaré l'officier responsable du JAG, rompant le silence pesant. Nous étudions des accusations potentielles de fraude, de fausses déclarations
Et si nous pouvons établir un lien de cause à effet direct dans ces accidents d'homicide involontaire. Il s'est tourné vers le représentant de l'inspecteur général. Cela nécessitera une réponse coordonnée de plusieurs agences, le département de la Défense, le FBI et peut-être une enquête du Congrès. L'ampleur du scandale prenait de l'ampleur à chaque nouveau lien découvert, menaçant d'engloutir non seulement Pinnacle Aerospace, mais aussi potentiellement des responsables du système d'approvisionnement militaire qui n'avaient pas détecté les anomalies. Le colonel Winter se leva, son autorité emplissant la salle malgré sa stature. Notre priorité immédiate est la sécurité de nos équipages. J'ai déjà rédigé des ordres d'urgence pour appliquer la modification de terrain de l'adjudant Reed à tous les appareils concernés, à commencer par ceux en zone de combat actif. Elle fit un signe de tête à Reed, reconnaissant discrètement sa persévérance à poursuivre le dossier, alors que d'autres l'avaient ignoré. La solution temporaire de Reed nous laisse le temps de développer et d'installer une solution permanente. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit de la plus grande intervention de sécurité de l'histoire de l'aviation de l'armée de terre, et elle se déroule au milieu de 2 théâtres d'opération. Alors que la réunion abordait la logistique et les délais de mise en œuvre, Reed se retrouva momentanément à l'écart de la conversation, frappé par l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle pour honorer une promesse faite lors d'une cérémonie commémorative s'était transformé en un projet qui allait affecter des milliers de vies et potentiellement remodeler la supervision des achats militaires. Le poids de cette responsabilité retomba sur ses épaules, plus lourd que tout ce qu'elle avait porté auparavant, mais d'une certaine manière moins isolant. Elle n'était plus une figure solitaire chassant des fantômes mécaniques à travers les zones de guerre. Elle faisait partie d'un ensemble plus vaste, une correction nécessaire à un système qui avait trahi ceux qu'il était censé protéger. Plus tard dans la soirée, alors que Reed travaillait tard dans son bureau à compiler les spécifications techniques de la modification de la flotte, le colonel Winters apparut sur le seuil de sa porte. « Vous devriez vous reposer, » dit Winters, constatant l'heure tardive. « Demain sera intense, une fois l'annonce officielle faite. » Reed hocha la tête, mais continua de travailler, concentré. Winters l'observa un instant avant d'entrer dans le bureau et de refermer la porte derrière elle. « Vous savez, lorsque votre demande de transfert est arrivée sur mon bureau, j'ai failli la rejeter, » admit-elle. « Votre dossier ressemblait à une obsession, peut-être instable. 27 transferts, tout cela pour un problème mécanique que plusieurs experts avaient écarté. » Reed leva les yeux, surprise par cette franchise. Winters poursuivit. « Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est une note dans votre dossier de l'adjudant-chef Blackwood de la base d'opération spéciale Obsidian. Il y écrivait que votre détermination avait sauvé 14 vies et qu'en 20 ans de service, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à la protection des autres, aussi peu soucieux de reconnaissance personnelle ou d'avancement. » Elle marqua une pause, le temps de méditer. « C'est rare, Reed. Le genre d'intégrité qui fait passer la mission et les gens avant la carrière et le confort. Le genre dont nous avons besoin, surtout au poste de supervision. »« Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Reed. Sa question englobant à la fois la crise immédiate et son propre avenir incertain, une fois l'enquête rendue publique. Winters affichait une expression résolue. Justice, responsabilité et changement. Pour le système et pour les familles de ceux que nous avons perdus à cause de cette négligence. Elle déposa un document sur le bureau de Reed, des ordres de transfert portant son nom. Et pour vous, un choix. Ces ordres vous assignent à mon équipe personnelle en tant que conseiller technique au sein du comité d'examen de la sécurité Apache. Nous allons reconstruire le processus de certification de A à Z pour que cela ne se reproduise plus jamais. L'offre était extraordinaire. Un poste d'influence réel pour quelqu'un du rang de Reed et une chance d'instaurer un changement durable. « Pourquoi moi ?» demanda Reed, même si elle soupçonnait déjà connaître la réponse. Winters sourit légèrement, son expression adoucissant son visage jusque-là sévère. « Parce que tu as déjà prouvé que tu ferais le bon choix quand tout le monde autour de toi te dit de laisser tomber. Parce que tu comprends que les spécifications techniques ne sont pas que des chiffres sur le papier, mais qu'elles font la différence entre le retour des pilotes et leur famille. » Elle lui tendit la main. « Et parce que j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui se souvienne de ce dont il s'agit vraiment. Pas de bureaucratie, de carrières ou de systèmes, mais des gens. Toujours des gens. »
Reed prit la main tendue de Winters, la décision déjà prise dans son esprit. Sa promesse, lors de cette cérémonie commémorative des années auparavant, l'avait mené sur un chemin inattendu, qui s'ouvrait désormais sur quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait imaginé. Les fantômes qui l'avaient conduite à travers 2 zones de guerre pourraient enfin trouver le repos, non pas grâce à ses efforts solitaires, mais grâce à un changement systématique qui protégerait d'innombrables vies à l'avenir. J'accepte, colonel, dit-elle simplement, sachant que le véritable travail et la véritable guérison ne faisaient que commencer. 18 mois plus tard, Reed se tenait au repos aux côtés du colonel Winters, tandis que le nouveau simulateur d'entraînement Apache se mettait en marche pour sa démonstration inaugurale. L'immense installation de Fort Rucker abritait la technologie de simulation d'hélicoptères la plus avancée au monde, conçue non seulement pour former les pilotes, mais aussi pour exposer les équipes de maintenance à tous les scénarios de panne mécanique potentiels recensés sur le terrain. La nacelle du simulateur devant eux, officieusement surnommée l'unité Mercer-Dawson, en hommage discret au pilote dont la disparition avait marqué le début du parcours de Reed, représentait l'aboutissement des vastes réformes de sécurité mises en œuvre suite au scandale Pinnacle. Vérification des systèmes terminée, tous les paramètres sont normaux, annonça le technicien au poste de contrôle. Prêt pour la démonstration. Reed hocha la tête, un mélange d'émotions lui serrant la poitrine en regardant les dignitaires et les représentants des médias prendre place. L'inauguration publique d'aujourd'hui allait montrer comment les protocoles de test et les procédures de formation révisées permettraient d'éviter de futures tragédies, résultat direct de l'enquête qu'elle avait contribué à mener. Derrière elle, elle sentit une présence familière et se retourna pour découvrir l'adjudant-chef Blackwood, désormais pilote-instructeur à Fort Rucker, qui s'approchait d'un pas assuré. « Adjudant Reed », la salua-t-il avec une correction formelle qui ne masquait pas vraiment la chaleur sincère de sa voix. Ou devrais-je dire adjudant-chef Reed. Sa promotion avait été accordée 3 mois plus tôt, une reconnaissance de sa contribution à la sécurité aérienne qui l'avait initialement mise mal à l'aise. La reconnaissance n'avait jamais été son objectif. Mais Winters l'avait convaincu que cette promotion donnerait plus de poids à ses recommandations dans le processus de réforme en cours. « Cette promotion me paraît encore étrange », admit-elle à Blackwood. « Mais ça aide à faire avancer les choses. » Il hocha la tête, compréhensif, puis jeta un coup d'œil au simulateur avec un intérêt professionnel. Est-ce le scénario de défaillance de la silice qu'il nous présente aujourd'hui? Entre autres, confirma Reed. Nous l'avons programmé avec toutes les anomalies de capteurs documentés, y compris les conditions exactes de... Elle hésita un instant. De Fallujah. L'expression de Blackwood se calma, conscient de l'importance de l'incident. Il avait été l'une des rares personnes à qui Reed s'était confié au sujet du lieutenant Mercer et du capitaine Dawson, au sujet de la promesse qu'il avait conduite à travers 2 zones de guerre. « Approprié », dit-il doucement, « intégrer leur sacrifice à la protection des autres. » Ils observèrent un silence complice tandis que le colonel Winters commençait son discours devant l'Assemblée, expliquant comment la nouvelle approche intégrée des tests et de la formation comblerait le fossé existant entre l'expérience sur le terrain et le développement des systèmes. Tandis que la démonstration officielle se déroulait, Reed se surprit à réfléchir à l'extraordinaire enchaînement d'événements qui l'avait conduit à ce moment. L'enquête Pinnacle avait largement dépassé le problème initial du boîtier des capteurs, révélant des problèmes systématiques dans le processus d'approvisionnement militaire, mettant en danger des vies humaines sur plusieurs plateformes aéronautiques. Marcus Elliott et 3 autres dirigeants de Pinnacle étaient désormais poursuivis au niveau fédéral, tandis que des auditions au Congrès avaient conduit à des réformes radicales de la surveillance des sous-traitants de la défense. Ce qui avait commencé comme la mission solitaire d'une femme avait catalysé le changement dans tout le système de sécurité de l'aviation militaire. Ils exécutent le scénario Obsidian, remarqua Blackwood tandis que les écrans extérieurs du simulateur affichaient une reconstitution numérique de la chaîne de montagnes afghane, où leur chemin s'était en a croisé pour la première fois. La simulation montrait un Apache répondant au même scénario d'extraction d'urgence qu'eux, avec menace de RPG et nécessité de manœuvres d'évitement extrême. Mais cette fois, le pilote était alerté rapidement des anomalies des capteurs grâce à de nouveaux systèmes de surveillance développés sous la direction de Reed.
Des systèmes qui allaient empêcher la panne moteur quasi catastrophique qu'ils avaient évité de justesse dans la réalité. Après la démonstration, saluée par des applaudissements enthousiastes, le colonel Winters s'approcha d'eux, accompagné d'un couple de personnes âgées que Reed ne reconnut pas. Adjudant-chef Reed, dit-il solennellement, je voudrais vous présenter Robert et Elizabeth Dawson, les parents du capitaine Michael Dawson. Reed se figea, surprise par ce lien inattendu avec le passé qui avait façonné son présent. Les Dawson la regardèrent avec une expression qu'elle ne put interpréter immédiatement. Ni colère ni chagrin, mais quelque chose de plus complexe. Colonel Winters nous a raconté ce que vous avez fait, dit doucement Elizabeth Dawson. Vous nous avez raconté comment vous avez travaillé tout ce temps pour que ce qui est arrivé à Michael n'arrive pas à d'autres. Je l'ai promis, parvint à dire Reed, l'émotion menaçant de briser son sang-froid professionnel. À la cérémonie commémorative, j'ai promis que ça ne se reproduirait plus, pas si je pouvais l'éviter. Robert Dawson hocha la tête, les yeux légèrement brillants. On s'en souvient. Tu étais si jeune à l'époque, si déterminé. On n'a pas compris ce que tu voulais dire. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite photo qu'il tendit à Reed. Voici la fille de Michael, Sophia. Elle a 4 ans maintenant. Trop jeune pour comprendre ce que son père a fait, mais un jour elle le saura. Et quand elle s'enquérera de ceux qui ont veillé à ce que d'autres petites filles ne perdent pas leur papa comme elle a perdu le sien, on lui parlera de toi. Reed accepta la photo d'une main hésitante, contemplant le visage souriant d'une enfant qui ne connaîtrait son père qu'à travers des histoires et des photos. Le poids de sa promesse, un fardeau qu'elle avait porté à travers les continents et pendant des années de lutte solitaire, lui parut soudain différent. Pas plus léger tout simplement, mais transformé en quelque chose qui la reliait aux autres, plutôt que de l'isoler dans sa mission. « Merci », dit-elle simplement, incapable de trouver des mots plus justes pour l'instant. Plus tard, alors que les cérémonies officielles se terminaient et que la foule se dispersait, Reed se retrouva seul dans le simulateur, caressant de la main la surface métallique lisse de la machine, symbole à la fois de fin et de commencement. Les défis techniques avaient été résolus, les capteurs défectueux avaient été remplacés, les protocoles de test révisés, les procédures de formation améliorées pour éviter de tels oublis. Mais la dimension humaine, le deuil des familles comme les Dawson, la responsabilité de ceux qui envoyaient d'autres êtres humains en danger, restait aussi complexe et profonde que jamais. « Je pensais vous trouver ici », dit le colonel Winters en s'approchant de la salle de contrôle. « Le Pentagone a appelé. Ils ont donné le feu vert au comité d'examen de la sécurité élargie. Vous aurez une autorité de surveillance sur toutes les plateformes à voilure tournante et pas seulement sur les Apaches. » C'était le dernier élément de la réforme systémique qu'il réclamait. L'autorisation d'appliquer les leçons du scandale Pinnacle pour protéger les équipages de toute la flotte d'hélicoptères. Reed acquiesça d'un signe de tête, encore sous le poids émotionnel de sa rencontre avec les Dawson. Winters l'observa avec le regard perspicace qui avait fait d'elle une dirigeante si efficace. Vous savez, la plupart des gens considéreraient cette mission accomplie. Le défaut identifié, les responsables tenus responsables, la flotte modifiée, le système réformé. Vous pouviez enfin vous reposer. Reed leva les yeux, comprenant la question implicite derrière l'observation de Winters. « Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, » dit-elle doucement. Il ne s'agissait jamais de cocher une case ou d'accomplir une tâche. Il s'agissait... Elle marqua une pause, cherchant les mots justes, d'honorer la valeur de ses vies, de donner un sens à la perte. Elle pensa à la photo de Sophia Dawson, à l'équipe de reconnaissance de la base d'opération spéciale Obsidian, à Blackwood et Samuels dans leur Apache, à tous les autres dont elle ne connaîtrait jamais le nom, mais dont la sécurité reposait désormais en partie sur elle. La mission n'est pas du genre à se terminer, colonel. Elle évolue, tout simplement. Winters esquissa un léger sourire, une expression d'approbation rare. C'est précisément pour cela que vous êtes la personne idéale pour ce poste, Reed. Parce que vous comprenez que la sécurité n'est pas une destination, c'est un cheminement permanent. Elle fit un geste vers la sortie, indiquant qu'il était temps de partir. Le transport part demain à 6 heures. Nous avons 5 bases à visiter dans les 2 prochaines semaines, à commencer par Fort Campbell. La 101e brigade d'aviation est impatiente d'entendre parler des nouveaux protocoles directement de la personne qui les a conçus.
Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Reed jeta un dernier regard au simulateur. La manifestation physique d'une promesse tenue et étendue au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer à sa création. Son chemin l'avait mené des sols crasseux des hangars des zones de combat aux couloirs impeccables du Pentagone, de militantes solitaires à réformatrices du système. Les fantômes qui l'avaient poussé en avant n'avaient pas disparu, mais ils s'étaient transformés de présences obsédantes, exigeant justice à esprit guide, inspirant protection. Dehors, le soleil couchant projetait de longues ombres sur l'aérodrome de Fort Rucker, où des rangées d'hélicoptères se tenaient en formation silencieuse. Des machines d'une puissance remarquable et d'une vulnérabilité tout aussi remarquable, chacune chargée d'un précieux chargement humain. Reed s'arrêta un instant, observant un vol d'entraînement d'Apache revenir des exercices de la journée, leur silhouette distinctive se détachant sur le ciel orangé. À bord de chacun volaient l'ombre des pilotes et des artilleurs qui ne connaîtraient jamais son nom, mais dont la vie était plus en sécurité grâce à son refus d'accepter que certains fantômes mécaniques ne puissent être exorcisés. Le poids de cette responsabilité restait lourd, mais c'était un poids qu'elle avait choisi de porter, non plus seule, mais au sein d'un ensemble plus vaste. Et dans ce but, elle avait enfin trouvé non seulement un sens, mais la paix.